Qu'en est-il de remplir un coussin qui serait vidé de ses plumes ou alors de gonfler un ballon? C'est la même halakha. A priori, il est permis d'insérer des plumes de la laine ou du coton, voire des morceaux de tissu qui se sont échappés d'un coussin ou d'un matelas, un matelas qui est déjà existant, je précise. Et de remettre en place quelque chose qui s'est vidé et de le remettre en place, n'est-ce pas? Alors dans ce cas-là, c'est oui, autorisé. Mais il est défendu d'insérer l'un de ces éléments pour la première fois dans une poche ou afin de former un coussin ou un matelas, car cet acte constitue bien et bien la création d'un ustensile pendant Shabbat. Or, créer un ustensile pendant Shabbat, les coulées allemandes, après tout le monde, c'est interdit. Ceci représente même une véritable interdiction de la Torah, comme on le voit rapporté dans le Mishnah Berurah, au paragraphe 33, ainsi qu'au Sha'arat Tziyun, du même auteur, au paragraphe 68. De nombreux décisionnaires interdisent de même de gonfler un ballon, même sans attacher l'extrémité du ballon, car ceci représente l'interdiction de lier un nœud qui est interdit pendant Shabbat. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire un nœud qui tient. Ainsi qu'un matelas gonflable, car il compare cet acte au fait de remplir un coussin. Là aussi, ils l'interdisent. Cependant, il y a lieu malgré tout de permettre en cas d'utilité. Par exemple, pour une personne qui souffrerait d'hémorroïdes et qui peut s'asseoir seulement sur un coussin gonflable. Là, on autorisera sans problème. Il sera alors permis d'utiliser une pompe à air pour le gonfler. Alors qu'en est-il, par exemple, d'un enfant, c'est plus vraisemblable, un enfant qui a envie de jouer au ballon gonflable et de lui... Mon propre petit-fils, Isachel et tout, Ishaï, je me souviens, il nous a demandé de gonfler. Alors j'ai dit, ah, c'est Shabbat, mon fils. On peut pas, c'est Shabbat. Alors moi, j'ai dit ça surtout pour qu'il nous laisse tranquille, le pauvre. Et alors, sa mère qui a remis une couche, ah non, c'est Shabbat, c'est Assour. Hein. Ah, alors ça, il est très embêté, mais comme ça de sadique, il dit Shabbat, c'est Shabbat, il discute pas. Il dit, bon, et alors après Shabbat, papy, après Shabbat, on peut. Ah, mon fils, bien sûr. Après Shabbat, c'est moi-même. Ah, tu oublies pas? Non, j'oublie pas. Et régulièrement, toutes les demi-heures. Papy, tu n'as pas oublié qu'après Shabbat, j'ai envie de le bouffer. Que tu gonfles les... Oui, mon chéri, tu as été très courageux, tu as été patient, c'est promis. Ah, d'accord, ça l'a rassuré. Ben, je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'il nous a demandé immédiatement après la Havdalah? Papy, mais non, c'est plus Shabbat. Et donc, on lui a gonflé tous ses ballons, il était content. Ça, c'était juste pour la petite anecdote perso. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur le fait de tresser une natte pendant Shabbat. En fait, il est défendu de nouer une tresse pendant Shabbat, au même titre que l'interdit de faire des nœuds, car nos sages ont assimilé cet acte-là à une construction prohibée. Il est de même interdit de dénouer une natte au cours du Shabbat. Ceci, évidemment, est également défendu sur une perruque, car cet acte est comparé à l'interdiction de tisser de oreg en hébreu lorsqu'on noue les cheveux de la perruque ensemble. Lorsque l'on détache la natte d'une perruque, on enfreint l'interdiction de détacher botseya. Il est de même défendu de former des boucles ou des anglaises avec ses doigts. On n'utilisera pas non plus de bigoudi au cours du Shabbat pour la même raison. Il est interdit de vaporiser de la lacte ou autre spray coiffant sur une coiffure afin de maintenir sa forme, ainsi que de la renforcer ou de la soutenir avec du gel coiffant. Toutes ces choses-là sont autorisées en semaine, évidemment, mais le Shabbat, c'est pas le moment, quoi. Faut pas rentrer dans les sfécotes. Et cette interdiction s'applique également sur une perruque. Pour le cas présent, c'est pas un safek du tout, c'est carrément interdit. D'accord? Bien, eh bien, écoutez, mes amis, on va passer enfin à une mélacha qui est une des plus célèbres et en même temps des plus difficiles à appliquer. C'est la mélacha de borer, de trier. On va y venir dans un instant.